Bonjour à tous, c'est Lionel Camille, je suis auteur, notamment spécialiste en disparitions mystérieuses depuis 2016. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à mettre un pouce bleu si vous aimez mon travail. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire très intrigante qui s'est passée en Malaisie en 2002. Alors attention, il s'agit d'une histoire vraie, c'est-à-dire qu'elle a été rapportée dans les grands médias mainstream en Malaisie. Donc cette histoire s'est passée en mai 2002. Et en mai 2002, donc la famille Ghani, monsieur et madame Ghani et leur fils Mod, qui a 15 ans et qui vivent à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, vont passer un week-end à Gunung Tebu, une montagne qui est dans l'état de Terengganu, sur la côte orientale de la Malaisie. Donc la famille, donc ce jour-là, se balade le matin au bord d'une rivière, au pied de la montagne. Puis ils déjeunent sur une aire de pique-nique. La rivière coule à proximité. Après le repas, monsieur et madame Ghani font une sieste, mais à leur réveil, ils réalisent que Maud, leur fils, a disparu. À ce moment-là, ils s'interrogent les visiteurs pour savoir s'ils n'ont pas vu Maud. Mais ils n'obtiennent que des réponses négatives. Donc là, les Ghani passent 2 heures à chercher leur fils, en vain. L'enfant est introuvable. Donc la disparition de Maud est anormale parce que ça n'est pas un garçon fugueur, et d'habitude, il prévient toujours ses parents lorsqu'il s'absente. Donc là, les parents très très inquiets alertent les pouvoirs publics, la police, qui organise rapidement une opération de recherche et de sauvetage, search and rescue, dans la zone. Donc là, les secours commencent à chercher Maud dans la jungle sur cette montagne. C'est un environnement très hostile, il y a des animaux, chaque pas peut présenter un danger, il faut être extrêmement prudent. Là, les parents se demandent si Maud ne serait pas allée en haut de cette montagne. En fait, il y a un sentier de randonnée qui grimpe le long de la pente. Il faut suivre une piste d'environ 10 km de long et qui se faufile dans une jungle épaisse. L'ascension prend 6 à 7 heures pour les débutants. Mais monsieur et madame Ghani sont quand même un peu sceptiques, ils ont du mal à croire que leur fils soit parti au sommet de cette montagne sans les prévenir. Parce qu'en plus, le jeune n'est pas très sportif. Donc là, pendant une journée, 2 journées, 3 journées, pendant 5 jours, en fait, une centaine de personnes vont chercher activement Maud. Ils vont ratisser la zone. Et voilà, monsieur et madame Ghani participent aux recherches. Et tous ces gens appellent Maud. Ils l'appellent par son prénom. Ils crient son nom dans la jungle. Et puis, il y a aussi des hélicoptères qui sont déployés, des hélicoptères qui font des ronds dans le ciel. Mais malheureusement, tous ces efforts restent improductifs. L'adolescent s'est apparemment volatilisé sans laisser de traces. Donc là, au bout de 5 jours, les parents sont vraiment morts d'angoisse et ils commencent à désespérer, vraiment. Et les sauveteurs, eux aussi, même s'ils ne le disent pas clairement, ouvertement aux parents, ils commencent sérieusement à envisager le pire. Donc là, les autorités sont même prêtes à suspendre les recherches quand tout à coup il y a un rebondissement extraordinaire qui survient. On retrouve Maud sain et sauf, vivant donc. Et là où ça devient très étrange, c'est que l'adolescent n'était qu'à seulement 8 mètres de l'aire de pique-nique où il avait été vu pour la dernière fois. Et l'adolescent, il est habillé d'un drap de bain et son attitude est étrange, bizarre. En fait, il était assis en train de fixer l'eau de la rivière, parce qu'il y avait la rivière qui passait près de l'aire de pique-nique. Et il était là, il était assis au bord de l'eau, vraiment un peu comme dans un état second, un état de conscience modifié. C'est donc très 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 étrange, mais moins que ce qui va suivre. Par la suite, l'enfant va retrouver ses esprits et ses parents vont l'interroger. Ils vont lui dire alors, où t'étais? On t'a cherché partout. Et là, Maud, il est très surpris. En fait, il est très surpris qu'on ne l'ait pas vu parce que il assure qu'il n'a pas bougé, qu'il n'a pas quitté les lieux pendant tout ce temps. Et dans l'article de presse qui est sorti, Maud a déclaré qu'il avait entendu l'hélicoptère et même les gens et sa mère l'appeler, seulement c'est comme s'il ne pouvait rien faire. Il était là, mais personne ne le voyait ou l'entendait. Voilà. Donc cette histoire est vraiment très intrigante. On peine à trouver une explication rationnelle à tout ça.
Et peut-être que finalement l'explication réside dans les croyances et légendes locales. J'en ai déjà parlé dans d'autres émissions, dans mes livres, et j'en reparlerai à nouveau. Beaucoup de Malaisiens croient que des esprits de la forêt, appelés Orang Bunyan, vivent dans la jungle. Ça serait des entités surnaturelles qui sont accusées d'enlever des êtres humains et de les emporter dans une autre dimension. Leur monde, en fait. Parce que ces êtres seraient des êtres interdimensionnels, qui seraient capables de passer d'une dimension à l'autre. Donc je vais certes un peu loin, mais bon, ce sont les croyances locales. Voilà. Et donc là, Mode, cet ado, il a déclaré qu'il n'avait pas quitté les lieux, qu'il entendait les gens en train de le chercher, mais qu'il ne pouvait rien faire. On ne pouvait pas le voir, ni l'entendre. C'est comme s'il était invisible à l'œil nu et inaudible. Et en fait, c'est comme s'il était dans un univers parallèle, dans une autre dimension. Est-ce que Mode a été effectivement kidnappé pendant 5 jours et gardé prisonnier dans un autre monde, ailleurs? Ça pourrait expliquer pourquoi personne ne pouvait le voir ni l'entendre. Et apparemment, ce genre d'incident se produit assez souvent. En ce qui concerne les enfants, on a remarqué, et c'est vrai que quand ils reviennent, ils sont souvent relâchés au bout de 5 jours. Quand ils reviennent, parce que certains ne reviendraient jamais. Les Orang Bunyan donc auraient des pouvoirs magiques. Ils pourraient lire dans les pensées des humains, donc ils auraient un don de télépathie, et ils pourraient aussi altérer leur perception sensorielle. Il y a aussi d'autres témoignages qui circulent, notamment il y a un randonneur qui s'appelle Noor Muzamil et qui a rapporté une expérience inexplicable il y a quelques années dans la jungle. Donc cet homme effectuait un trek sur un sentier dans une forêt malaisienne dans l'état de Selangor avec d'autres camarades. Et à un moment donné, les randonneurs ils se sont rendus compte d'un problème. Normalement, ils auraient dû ressortir de la jungle. Mais là, ils se sont rendus compte que depuis 2 heures, ils tournaient en rond. Ils étaient toujours à l'intérieur. Ils avaient vraiment l'impression de ne pas réussir à en sortir. Et Mouzamil a vraiment réalisé que quelque chose clochait quand il s'aperçut que le sentier, en plus, qui était normalement boueux, il avait changé d'apparence. Il s'était transformé en une piste de gravier. C'est comme si leur environnement s'était transformé, altéré autour d'eux. Donc là, le randonneur, il a eu un bon réflexe, il s'est arrêté, il a commencé à réciter une prière silencieuse, intérieure. Il s'est adressé aux esprits de la jungle et il leur a dit « S'il vous plaît, nous voulons juste rentrer chez nous. Si nous vous avons offensé en quoi que ce soit, pardonnez-nous. Laissez-nous partir. » Et si l'on en croit Noor Muzamil, quand il a terminé sa prière, le chemin s'est rouvert. Les randonneurs ont retrouvé leur repère visuel et ils ont pu ressortir de la jungle. Ils ont retrouvé leur chemin. Et il semblerait que ces phénomènes de distorsion spatio-temporelle arrivent plus souvent qu'on ne me pense dans la jungle en Malaisie et plus largement dans les forêts aussi du monde entier. D'ailleurs, si vous avez vécu une expérience de ce genre, je vous invite à nous la raconter dans les commentaires. Voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. J'en profite aussi pour passer un message aux spectateurs francophones qui vivent éventuellement en Malaisie ou en Indonésie. J'ai pour projet d'aller sur place, notamment pour enquêter sur ce genre d'affaires. Je cherche des contacts sur place, des personnes aussi pouvant m'héberger éventuellement. Donc si c'est le cas, vous pouvez me joindre à cette adresse email. Voilà, je vous remercie à l'avance. C'est terminé maintenant pour aujourd'hui, donc chers spectateurs et spectatrices, si vous aimez ce genre d'histoire, vous en aurez d'autres. Mais bon, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez les vidéos, et en attendant ces prochaines histoires, ne disparaissez pas. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux mystères. Bye.